Il existe un roman où le bonheur est si parfait qu'on le sent se fissurer à chaque page. Ce n'est pas un pressentiment, c'est une certitude lente et terrible, comme un fruit mûr qui commence à tourner sous la peau. Ce roman, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Il paraît en 1947. La France pense ses plaies. La littérature cherche du sens dans les décombres et ce livre tombe dans le silence. Presque personne ne le lit. Les critiques passent à côté. Les libraires le laissent dormir sur leurs étagères. Raymond Queneau, pourtant, reconnaît ce qu'il tient entre les mains. Il dira que c'est le plus poignant des romans d'amour contemporains. Mais le monde n'est pas prêt. Pas encore. Il faudra attendre les années 1960, une génération plus tard, pour que ce livre trouve enfin ses lecteurs. Ceux qui cherchaient, sans le savoir, exactement ces mots-là. Boris Vian ouvre son roman par une phrase qui ressemble à un défi lancé au réel. Il écrit « L'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. » En une seule ligne, il renverse tout. L'imaginaire n'est plus le contraire de la vérité. Il en est la forme la plus nue. Et c'est cette vérité nue que nous allons traverser ensemble. Imaginez qu'une fleur pousse à l'intérieur d'un poumon. Un nénuphar avec sa blancheur de porcelaine et ses racines lentes. Imaginez que la beauté elle-même devienne ce qui vous tue. C'est la question que Boris Vian pose dans ce livre. Et la réponse qu'il donne ne ressemble à rien d'autre dans toute la littérature. Pour la comprendre, nous allons cheminer en 4 temps. D'abord, le monde enchanté que Vian a bâti, un monde de jazz, d'objets vivants et de mots réinventés. Ensuite, l'histoire d'amour entre Colin et Chloé, de la lumière la plus vive à l'ombre la plus dense. Puis, la longue destruction de tout ce qui est beau, par la maladie, par l'argent et par le travail. Et enfin, ce que ce livre murmure encore aujourd'hui à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Boris Vian n'était pas un écrivain ordinaire. Il n'était pas, à vrai dire, un écrivain d'abord. Il était ingénieur, diplômé de l'école centrale, formé au calcul et aux structures. Mais la nuit, il jouait de la trompette dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Il vivait entre deux mondes, l'un fait de chiffres, l'autre de notes bleues. Et c'est dans cette tension qu'il a trouvé sa voie. Il écrit L'écume des jours en quelques semaines, au dos d'imprimés techniques de l'AFNOR, l'Association française de normalisation, ces formulaires gris que personne ne lit. La poésie jaillissait littéralement de l'envers de la bureaucratie, comme si les mots les plus vivants ne pouvaient naître que sur le papier le plus mort. Et quel monde il a créé! Un monde qui ne ressemble à rien d'autre, et qui pourtant dit la vérité sur le nôtre, mieux que n'importe quel traité. Dans ce roman, il existe un instrument appelé le piano cocktail. Piano cocktail. Colin, le personnage principal, l'a inventé. C'est un piano, mais chaque note jouée fabrique un cocktail. La musique devient saveur.
l'oreille devient palais. Colin explique son fonctionnement avec une simplicité désarmante. À chaque note, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. Cette phrase dit tout de l'univers de Boris Vian. Ici, les sens ne sont pas séparés. Le monde ne se découpe pas en catégories froides. Vivre dans ce roman, c'est un art total, où entendre, goûter, toucher et aimer sont un seul et même geste. Le jazz traverse tout le livre comme un courant souterrain. Duke Ellington n'est pas un simple décor sonore. Il est la respiration du roman. Le prénom même de Chloé vient d'un morceau d'Ellington. Lors de leur première rencontre, Colin lui pose cette question étrange et magnifique. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington ? C'est une déclaration d'amour qui passe par la musique. Comme si aimer quelqu'un, c'était d'abord reconnaître la mélodie qu'il porte en lui. La structure même du roman fonctionne comme une composition de jazz. Un thème posé avec clarté, puis des variations, des improvisations, des changements de tempo. Au début, tout est allegro, vif, lumineux. Puis le rythme ralentit. Les harmonies s'assombrissent. Les silences s'allongent. Et lorsque le jazz disparaît de la seconde moitié du livre, vous comprenez sans qu'on vous le dise. La liberté a quitté ce monde. Boris Vian invente aussi sa propre langue. Les doubles ons sont sa monnaie, le bigle-moi est sa danse. Ces mots n'existent dans aucun dictionnaire, et pourtant vous les comprenez immédiatement, comme on comprend un rire ou un soupir. Chaque néologisme est une petite rébellion contre la langue figée, contre le monde tel qu'il se donne. Réinventer les mots, c'est refuser que le réel soit définitif. Et puis, il y a l'appartement, celui de Colin. Au début du roman, il est vaste, baigné de soleil, traversé par des souris qui dansent dans les rayons de lumière. Les fenêtres s'ouvrent d'elles-mêmes. Les murs semblent respirer. Ce n'est pas un décor, c'est un miroir. L'appartement vit au rythme des émotions de ceux qui l'habitent. Il se dilate dans la joie. Et bientôt vous le verrez, il se contracte dans le chagrin. C'est le principe fondateur de tout le roman. Les choses sentent. Les murs écoutent. L'espace n'est jamais neutre. Et ce qui fait la merveille du début fera la terreur de la fin. Colin, au commencement, est un jeune homme riche et léger. Il n'a pas besoin de travailler. Il vit avec Nicolas, son cuisinier, disciple du grand Jules Gouffet, qui prépare des repas comme d'autres composent des symphonies. Il a un ami, Chic, avec qui il partage le goût des belles choses. Mais Chic porte déjà en lui le germe de sa propre ruine. Une obsession sans fond pour le philosophe Jean-Saul Bartre. Personnage dans lequel Boris Vian caricature Jean-Paul Sartre avec une tendresse cruelle.
Puis Chloé arrive. Elle entre dans la vie de Colin lors d'une fête, chez une amie nommée Isis. Ils dansent, le biglomois. Et tout bascule. Pas dans le fracas, mais dans l'évidence, comme une rivière qui trouve la mer. Colin dira, avec cette simplicité qui n'appartient qu'à ceux qui aiment sans calcul: j'ai le cœur en forme d'orange. La douceur ronde et pleine du bonheur tient tout entière dans cette image. Rien ne manque, rien ne déborde. Ils se marient. La cérémonie est somptueuse. 5000 doublesons. L'église est remplie de lumière. La musique enveloppe tout. Et pendant un instant, le monde semble confirmer ce que Colin a toujours cru. Que la vie est faite pour être belle. Par pure générosité, il donne un quart de sa fortune à Chic pour qu'il épouse Alice. 25 000 doublesons. C'est un geste d'ami. Un geste de celui qui croit que l'abondance ne se divise pas, qu'elle se multiplie. Il ne sait pas encore que cette générosité le laissera démuni quand la nuit viendra. Mais pendant le voyage de noces, quelque chose se fissure. Un rien, un flocon. Chloé touche de la neige et elle tousse. Un détail, à peine un souffle plus court que les autres. Personne n'y prête attention, pas même elle. De retour à Paris, pourtant, quelque chose a changé. La lumière entre moins bien dans l'appartement. Les murs, imperceptiblement, commencent à se ternir. Les couleurs perdent un éclat que personne ne saurait nommer. Le bonheur est intact, mais il a cessé d'être invulnérable. Un voile s'est posé sur les choses. Et ce voile ne se lèvera plus. Le diagnostic tombe. Et avec lui le génie le plus cruel de Boris Vian se déploie. Chloé a un nénuphar dans le poumon droit. Une fleur pousse à l'intérieur de sa poitrine. La beauté elle-même s'est retournée contre la vie. Comme si l'univers, après avoir tout donné, reprenait tout sous la forme la plus douce et la plus implacable. Le traitement est à l'image de la maladie, poétique et ruineux. Il faut entourer Chloé de fleurs fraîches en permanence pour faire reculer le nénuphar. Il faut ne lui donner que 2 cuillerées d'eau par jour. Colin achète des fleurs, encore et encore. Sa fortune fond comme neige que Chloé n'aurait jamais dû toucher. Et l'appartement rétrécit. C'est le mouvement le plus déchirant du roman. Les couloirs s'obscurcissent. Le plafond descend. Les pièces se resserrent, comme une cage qui se referme sur un oiseau blessé. Colin le dit lui-même avec une lucidité sans appel. Les gens ne changent pas. Ce sont les choses qui changent. L'espace se contracte parce que le bonheur se retire. Ce qui était merveilleux au commencement, un monde qui respirait avec vous, devient un cauchemar quand il n'y a plus rien à respirer. En contrepoint, Chic sombre. L'argent que Colin lui a donné par amitié, il le dépense jusqu'au dernier doubleson, en manuscrits, en conférences, en reliques de Bartre. Il délaisse Alice. Il ne voit plus rien ni personne.
Boris Vian dresse ici un parallèle silencieux entre deux formes de destruction. La maladie du corps qui dévore Chloé de l'intérieur et la maladie de l'esprit qui dévore Chic par le dehors, par l'obsession, par l'idolâtrie d'une pensée devenue fétiche. Les deux chemins mènent au même endroit, à la perte de tout. Ruiné, Colin entre dans le monde du travail. Lui, qui n'avait jamais eu besoin de vendre ses heures, découvre ce que Boris Vian considère comme la plus grande violence faite à l'homme. L'obligation de transformer son corps en outil. Lui, qui vivait pour la musique, pour les saveurs du piano cocktail, pour la lumière du matin sur les murs de son appartement, le voilà réduit à louer sa chair et son temps contre quelques doublesons. Les emplois qu'il trouve sont absurdes et dégradants. Le plus saisissant est celui-ci. Colin doit réchauffer de son propre corps des canons de fusil pour les faire pousser. Mais au contact de sa chaleur humaine, les canons produisent des roses au lieu de l'acier attendu. Le système demande du métal. Colin donne des fleurs. Son corps refuse, jusque dans l'asservissement, de cesser d'être porteur de beauté. Et le système, lui, n'en veut pas. Il devient alors annonceur de mauvaises nouvelles, porteur officiel de malheur, comme si la douleur elle-même était devenue son métier. Le professeur Mange-Manche, médecin de Chloé, murmure cette phrase que Boris Vian a portée en lui comme une blessure personnelle. Le travail est une chose infecte. Et je sais bien. Boris Vian ne parle pas en philosophe. Il a été ingénieur. Il a connu les bureaux, les normes, les formulaires. Il sait de quoi il parle quand il dit que le travail tel que la société l'organise n'élève pas l'homme. Il le broie. Chloé meurt. Colin lui offre un enterrement de pauvre, une cérémonie sans dignité, sans fleurs, sans lumière. Le religieux est indifférent. Le Jésus de la petite église, celui compris dans les moments de détresse, murmure à Colin cette phrase terrible. Ça n'a aucun rapport avec la religion. En un souffle, Boris Vian dit ce que beaucoup n'osent pas dire. Les institutions promettent la consolation. Mais quand vous n'avez plus d'argent, la consolation elle-même vous est refusée. Elle ne voit pas la souffrance. Elle ne regarde que le prix qu'on peut payer. Tout s'effondre alors, comme un château de cartes dans un souffle trop fort. Alice, dévorée par le chagrin, tue Jean Solpartre et brûle les librairies où se vendent ses livres, avant de mourir dans les flammes qu'elle a elle-même allumées. Chic est abattu par la police pour n'avoir pas payé ses impôts. Et la dernière image du roman est celle de la souris, la petite souris de l'appartement, ce compagnon silencieux des jours heureux. Elle s'approche du chat. Elle lui demande de mettre sa tête dans sa gueule. Et elle attend. Elle attend
que la mort vienne. Parce que même les êtres les plus petits, les plus innocents, ne peuvent plus supporter un monde vidé de sa lumière. Voilà où mène ce roman. Du soleil le plus pur à la nuit la plus totale, sans un seul répit. Et pourtant, si ce livre nous dévaste, pourquoi continuons-nous, près de 80 ans après, à le chercher, à le lire, à le tendre à ceux que nous aimons? Voilà ce que raconte l'écume des jours. Un monde enchanté, inventé de toutes pièces, par un homme qui croyait que la poésie pouvait réinventer le réel. Un amour parfait, sans calcul ni conflit. Puis la maladie, l'argent, le travail et l'effondrement de tout. Ce que Boris Vian nous montre, avec une douceur qui rend la vérité plus tranchante encore, c'est que la beauté, l'amour et la joie sont l'écume. La surface fragile, brillante, éphémère de la vie. En dessous, il y a la profondeur sombre. Mais l'écume, aussi légère soit-elle, est ce qui donne à la vague sa splendeur. Ce roman n'a été reconnu que tardivement. Il a fallu une génération nouvelle dans les années 1960 pour entendre ce que Boris Vian avait dit trop tôt. Depuis, il a nourri le théâtre de l'absurde, inspiré des cinéastes, traversé les frontières. Michel Gondry l'a porté à l'écran en 2013. Mais l'héritage le plus profond de ce livre n'est pas littéraire. Il est humain. Il nous rappelle, avec une tendresse déchirante, que le temps passé à aimer, à écouter de la musique, à inventer des mots qui n'existaient pas, à regarder la lumière jouer sur les choses simples. Ce temps-là n'est pas du temps perdu. C'est le seul temps qui compte. Dans un monde qui ne jure que par la productivité, Boris Vian murmure que l'essentiel est ailleurs. Toujours ailleurs. Et vous, qui m'avez écouté jusqu'ici, je voudrais vous poser cette question, une seule, et elle est pour vous seul. Dans votre vie, qu'est-ce qui constitue l'écume? Qu'est-ce qui est léger, beau, gratuit, et que vous laissez peut-être s'évanouir parce qu'on vous a dit que ce n'était pas sérieux, pas utile, pas rentable. Boris Vian a écrit ce livre pour que nous nous souvenions. Ce qui est fragile mérite d'être protégé. Ce qui est léger mérite d'être préservé. Ce qui est beau mérite qu'on se batte. Non pas avec des armes, mais avec de l'attention. Et je vous remercie. Le simple fait d'avoir prêté votre écoute à cette histoire, d'avoir laissé ces mots entrer en vous, c'est déjà un acte de résistance douce contre un monde qui court trop vite.
Chaque fois que quelqu'un s'arrête pour écouter, pour se laisser toucher par la tendresse d'un personnage ou la beauté d'une phrase, il préserve un peu de cette écume fragile. Et cette écume, aussi légère soit-elle, est peut-être ce qui nous empêche de couler.